Bonjour à toutes et à tous et bienvenue et merci d'être présente à cette conférence pour reconnaître le travail de l'art créé un Centre national des artistes auteurs. Je suis Martin Mendiara, le co-animateur du groupe Culture de la France Insoumise et j'animerai aujourd'hui, malgré le vent et la tempête, cette conférence. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à Victoire Dietelme, qui est co-animatrice du groupe Culture de la France Insoumise, pour une petite introduction avant que nous lancions les discussions. Merci beaucoup Martin. Donc en effet, je vais rapidement introduire cette conférence. Première chose, donc comme Martin vient de le rappeler, le titre c'est pour reconnaître le travail de l'art. Donc pourquoi est-ce que nous on choisit de parler de travail de l'art et donc également de travailleuses et de travailleurs de l'art et pas d'artistes? Parce qu'en fait, le terme d'artiste, d'abord, c'est un terme fourre-tout qui va créer la confusion en regroupant sous un même terme des réalités qui sont tout à fait disparates. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les artistes sont précarisés de longue date avec l'idée que leur activité est le fruit d'une passion et que donc la question de la rémunération est secondaire. C'est le produit d'une histoire longue qui va opposer l'art au travail et l'artiste est alors vu comme une personne isolée ne produisant que par et pour lui-même. Donc l'artiste est vu comme celui qui est touché par les grâces de la création et qui est hors des conditions matérielles d'existence. Or, cette séparation entre le registre esthétique d'une part, donc la création, et la réflexion politique sur le statut des travailleurs et des travailleuses de l'art, donc en fait la question des droits sociaux des créateurs et des créatrices, est factice et trompeuse. Il ne peut y avoir la moindre pertinence à opposer la définition et la conquête de droits communs à la nécessaire singularité de l'acte de création. Donc en fait, c'est vraiment pour ça que nous, dans le cadre du discours politique qui est le nôtre, on choisit de parler de travailleurs et de travailleuses de l'art et pas d'artistes. C'est ce que fait, par exemple, également le collectif L'Abuse, et Aurélien Catin, dans son essai qui s'appelle Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique. Donc, il défend l'usage du terme de travailleur, travailleuse de l'art. Et je le cite, ce terme est important pour lui car il permet de reconnaître la dimension universelle d'une valeur non réductible au processus de marchandisation capitaliste. Toute activité produit une valeur d'usage et de ce fait légitime à obtenir une reconnaissance sociale et des droits afférents. Pris dans ce sens élargi, ce terme travailleur-travailleuse permet d'échapper à la position de demandeur-demandeuse d'aide ou de subvention, comme si le travail réalisé ne produisait rien par lui-même. Donc on voit vraiment l'importance politique qu'il y a pour nous à parler et à reconnaître le travail de l'art. Et on peut faire référence en ce sens également à une tribune qui avait été lancée il y a quelques mois par l'Abuse et qui était intitulée « Ne soutenons pas les artistes, rémunérons les travailleurs et les travailleuses de l'art ». Évidemment, nous nous inscrivons pleinement dans cette tribune que nous avons soutenue à la France Insoumise. Donc, c'était la première chose, le premier point de cette introduction. Le deuxième point de cette introduction, ça va être de revenir très rapidement sur le contexte. Donc, comme vous le savez, cette année, les travailleurs et les travailleuses de l'art ont été sur le devant de la scène. Ils l'ont été notamment avec le mouvement d'occupation des théâtres et des lieux culturels, qui a été particulièrement marquant. Parmi les revendications de ce mouvement, il y a eu l'extension d'une couverture sociale pour tous les travailleurs culturels et de l'événementiel. Et donc, on est encore une fois là dans le thème de cette conférence, qui est celui de reconnaître le travail de l'art. Et je vous invite pour continuer à réfléchir sur ce thème, à aller demain à la conférence qui aura lieu à 17h30, intitulée « Lutte culturelle et lutte sociale », auxquels seront présents Martin, ici présent, Danielle Attala, qui est rapportrice du groupe Culture, Denis Grabouille, que vous connaissez sans doute de la CGT Spectacle,
et Émilie Marche, qui est conseillère régionale de la France Insoumise. Ce mouvement d'occupation des théâtres et lieux culturels, il a été très important également parce qu'il a imprimé dans l'ensemble de la population et qu'il a permis de faire le lien entre la situation pandémique qui nous est commune à tous et la question du travail de l'art. Autre point de cette introduction sur le sujet du travail de l'art, donc il y a eu bien sûr ce mouvement d'occupation des théâtres et des lieux culturels, mais Macron, comme les gouvernements précédents, s'est distingué de façon bien plus large par le néant absolu de sa politique culturelle. On peut en donner plusieurs exemples marquants. D'abord, le rapport Racine, qui a été enterré. Donc, le rapport Racine, c'est un rapport qui a été publié en 2020, signé par Bruno Racine, et qui documentait, soulignait très précisément la précarité et la dégradation de la rémunération des artistes-auteurs et artistes-autrices. Donc, c'est 270 000 personnes qui sont à l'origine des œuvres et dont on a montré très précisément la précarité. Elles ont été oubliées et le gouvernement a enterré ce rapport, alors même que tout était documenté. Deuxième chose, c'est la disparition progressive et presque programmée du ministère de la Culture. Il y a un document qui s'appelle CAP 2022 qui en fait vise à repenser le modèle et les modes de l'action publique. Le ministère de la Culture a fait une contribution pour cette action publique 2022 et sa contribution a été marquée par la recherche systématique de réduction d'emplois et de coûts. Et on a eu aussi l'appel à l'autonomie des établissements culturels et leur prise en charge par les collectivités territoriales. Donc on voit bien une nouvelle fois qu'il y a un abandon à la fois de la puissance publique, d'un État fort et de la culture. Troisième chose de ce néant en termes de politique culturelle, c'est qu'on le sait, pendant un an et demi, cette année et demie de crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, on a eu un mépris constant et répété envers la culture. On a eu d'abord les polémiques absolument lunaires sur est-ce que la culture était essentielle ou pas. Donc ça, je pense que les exemples, on les a tous en tête, des librairies qui étaient fermées alors qu'on pouvait acheter des livres dans les centres commerciaux, les centres commerciaux qui en fait ne pouvaient pas vendre de livres, Amazon, etc., etc. On a eu aussi évidemment on ouvre, on ferme, on ouvre mais avec un couvre-feu, un stop and go insupportable avec les professionnels de la culture qui devaient sans cesse s'adapter, se réadapter aux nouvelles mesures. Et enfin, les travailleurs de l'art ont été en fait particulièrement abandonnés par le gouvernement qui ne se souciait pas d'eux, au point que l'année blanche, elle n'a pas été actée par le ministère de la Culture, mais par Bercy. Donc on le voit dans cette façon de considérer la culture par le gouvernement Macron, la conjugaison à la fois d'un grand mépris et d'une absence totale de volonté politique. Et ça montre bien la place pour ce gouvernement de l'art dans notre société, de la culture dans notre société. Or, cette culture, elle devrait être particulièrement importante dans la période actuelle. On a une crise sanitaire, une crise sociale, et on sait très bien que la 4e vague, elle va être psychologique, et donc que, évidemment, la culture qui nous permet d'exprimer et d'être en lien avec notre humanité devrait avoir une place fondamentale. Face à ce constat que je viens de dresser rapidement, nous avons plusieurs réponses à la France insoumise.
Et ce Centre national des artistes auteurs et autrices dont nous allons parler aujourd'hui, en fait, merci. Il est un de ces exemples, un exemple de ce que nous voulons faire quand nous prendrons le pouvoir. Donc il est un des outils que nous allons mettre en place au service de notre volonté politique. Notre volonté politique, elle est bien sûr d'avoir d'abord un financement beaucoup plus puissant de la culture, avec le 1% du produit intérieur brut du PIB qui sera dédié à la culture. On souhaite évidemment aussi mettre en place un régime social des artistes, auteurs et autrices qui s'étendent à toutes les professions sur le modèle de l'intermittence. Et enfin, mettre en place, il y a d'autres choses, mais pour tracer des grandes lignes de ce projet, mettre en place ce Centre national des artistes, auteurs et autrices. Donc, ça s'inscrit dans une volonté générale de s'opposer à une situation où le ministère de la Culture est depuis longtemps en état de mort cérébrale et où la culture est considérée comme un éternel supplétif. On va parfois dire, par exemple, que la culture génère plus d'argent que l'automobile, et donc dire non, mais quand même, la culture, ça crée de l'emploi. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui que la santé est importante parce qu'elle va générer de l'emploi? Non. Et donc, de la même façon, nous, ce qu'on veut faire, c'est un réel service public des arts et de la culture. Donc voilà pour l'introduction. Je vais repasser la parole à Martin. Merci beaucoup, Victoire. Donc, comme tu le disais, le but de la conférence d'aujourd'hui est d'exposer la méthodologie que nous aurons une fois que nous aurons pris le pouvoir et que nous serons aux manettes du ministère de la Culture. Cet exemple du Centre national des artistes auteurs nous a paru important parce qu'il répond déjà à une urgence qu'on va développer dans quelques instants. Mais également, il s'agit de montrer ici et de faire de cette conférence pas une répétition, parce que ce sera de plus grande ampleur encore, mais un exemple de cette méthodologie où notre action dans les arts et la culture comme ailleurs, d'ailleurs dans la planification que nous mettrons en place une fois que nous serons au pouvoir, se fera en constante discussion avec les actrices et les acteurs de la société, avec les représentantes et les représentants des travailleurs et toutes les composantes mêlées à cette action publique. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir pour aborder cette question de la reconnaissance du travail de l'art, de recevoir Émilie Moutsis, qui est artiste plasticienne, membre du syndicat national des artistes plasticiens CGT et de la BUSE, Michel Larive, qui est donc député France Insoumise de l'Ariège à la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, et Jocelyn Azorin-Lara, qui est auteur, scénariste de bande dessinée et d'animation et conseiller et membre du conseil syndical de la Ligue des auteurs du livre. Alors pour commencer cette conférence, je vais donner la parole à Émilie pour nous partager les éléments matériels que le SNAP CGT et que la BUSE peut nous apporter sur les conditions matérielles de vie des travailleurs de l'art aujourd'hui. Ok, merci Martin. Alors, j'ai préparé quelque chose. Je voudrais rebondir un tout petit peu brièvement sur l'introduction. Effectivement, c'est très important de parler de travailleuses et travailleurs de l'art. Parce que le mythe de l'artiste isolé dans son atelier, qui ne s'organise pas, qui ne se syndique pas, sous prétexte qu'il est tout seul, il ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est un travail très individuel. Alors peut-être que ça a existé, je ne sais pas, hein. Moi je suis sur Terre que depuis 46 ans, mais depuis que j'y suis, ça n'existe pas. Les expos, la vie des arts visuels, moi je suis artiste plasticienne, ne se fait pas seule dans son atelier, ça n'existe pas. Donc c'est évidemment peut-être pas une industrie comme l'industrie du spectacle, quoique, j'y reviendrai, mais c'est évidemment un travail en commun qui réunit de multiples acteurs. Et c'est important de dire travailleuses et travailleurs de l'art. Pourquoi ? Parce que quand on sort des beaux-arts, on ne va pas faire des sculptures ou des peintures dans son atelier. En fait, c'est pas ça qui se passe. Il faut jobber pour gagner de l'argent. Et le job, bien souvent, c'est travailler à ce que d'autres artistes plus reconnus, ceux qui sont finalement les plus riches et qui
exposent le plus, qui sont le plus diffusés, puissent le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient installateur, installatrice d'exposition. Ça veut dire qu'on fait de la billetterie peut-être dans des institutions culturelles. Ça veut dire qu'on a des emplois très précaires à la BPI ou à Beaubourg. Pardon, je parle de Paris, moi je viens de Paris, mais c'est forcément pareil dans les autres villes de France. Donc il faut arrêter de dire artiste. Chaque citoyenne, chaque citoyen du monde, pas que ici, est potentiellement le créateur d'une œuvre d'art. Voilà. Il se trouve qu'il existe des écoles, qu'il existe tout un écosystème de l'art qui fait que certaines personnes deviennent ou pas plasticiennes ou plasticiens professionnels. On peut aussi le faire de façon autodidacte, c'est mon cas, enfin plus ou moins, mais disons c'est plus mon cas que d'autres, je n'ai pas fait d'école de beaux-arts en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de faire de l'art dans son atelier. Voilà, donc j'insiste vraiment, travailleuses et travailleurs de l'art, on essaye d'arrêter de dire artiste, ça commence par la sémantique, la révolution commence par la sémantique. Oh bah, vous m'applaudirez tout à l'heure, oh là là, non, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Bon, bah, je vous remercie, mais la barre est haute alors. Voilà. Effectivement, il ne faut pas opposer politique et création. On n'est pas dans une période où on peut se permettre de créer tout seul dans son coin. Non, la politique, c'est pas seulement reconnaître le travail des travailleuses et travailleurs de l'art et aller à la conquête de droits sociaux. C'est aussi essayer d'enrayer autant qu'on peut, et je regarde Léa, cette crise écologique, économique, cette crise humanitaire qui est en cours partout sur cette planète. Et je ne pense pas que quand on se dise travailleuse ou travailleur de l'art ou qu'on se dise qu'on a une sensibilité de création, on puisse passer outre ces problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. On a forcément un regard sur le monde qui nous donne une lecture sensible de ce qui se passe. Et aujourd'hui, évidemment qu'on doit reprendre, oh là là, c'est terrible, qu'on doit se saisir des outils politiques et reprendre en main tout ce qui est possible pour aller à la conquête de droits et surtout tenter d'arrêter cette destruction généralisée que le capitalisme nous impose. Je voudrais juste revenir très rapidement sur le rapport Racine, que vous ne connaissez pas et franchement je vous en félicite. Avant d'être enterré, le rapport Racine représentait aussi dans sa façon d'avoir été, dans son dispositif en fait, sa façon d'avoir été menée, donc un dispositif consultatif, l'absence de volonté de sortir les artistes-auteurs et les autres travailleuses et travailleurs de l'art et de la culture de la précarité. C'est-à-dire que au ministère, ils ne vont pas nous faire croire qu'ils ne savent pas trop si on est précaire, pas précaire, de quoi on aurait besoin. Oh là là, on doit vous rencontrer tous. On va mettre beaucoup d'argent sur la table, on va prendre Bruno Racine en mission, et puis après tout va aller mieux. Quoi, pardon? Mais vous savez très bien, ça fait 30 ans en fait que le CAP, par exemple, montre la précarité dans laquelle nous sommes. Alors, encore une fois, je parle pour les artistes-auteurs et pour les plasticiens. Pardon, j'ai un point de vue situé. Mais voilà, le rapport Racine, avant d'être enterré, moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il soit enterré. Ce qui me choque, c'est qu'on en soit encore à faire des rapports Racine et qu'on ne soit pas d'ores et déjà en train de réfléchir à comment avoir un putain de statut digne de ce nom. Voilà, c'est dit. Je voudrais très rapidement vous donner l'exemple de ce que ça a été pour moi cette année Covid. J'ai fait ma première exposition personnelle dans un squat à Paris, ça a ouvert le 12 mars 2020, fermé le 15. Donc voilà, une expo qui n'a pas pu être vue. Donc évidemment, un petit peu d'argent gâché, à moins qu'au Palais de Tokyo, mais enfin quand même. Et puis une absence de visibilité, bon c'est pas grave. Je suis rentrée chez moi et donc évidemment, j'ai travaillé sur les plateformes. On a tenté de lutter. D'ailleurs, j'ai été invitée par la France Insoumise et Michel et Léa à parler un peu de ce qui était en train de nous arriver, à nous, les artistes-auteurs, et bien d'autres. Mais enfin, en tout cas, il y a eu cette question des artistes-auteurs. Voilà, c'est vrai que ça a aussi été une année intéressante pour se réunir tous ensemble et se rendre compte qu'il était vraiment temps d'aller à la conquête de ces droits dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc on a quand même été un petit peu aidés. On a bénéficié des aides de l'État. Voilà, ce qui nous a permis de constater qu'un chômage, c'est chouette, parce que donc il fallait renseigner son chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc moi, en ce qui me concerne, ça va peut-être vous faire rigoler, c'était 666 € par mois. Et donc du coup, quand j'ai gagné moins, ce qui a souvent été le cas pendant cette année, j'ai pu
arrivé à 666 et quand j'ai gagné 0, ce qui est arrivé aussi certains mois, j'ai pu avoir 666. Et ben ça a tout changé en fait. Donc il nous faut une assurance chômage. Voilà, on est des intermittents de l'emploi comme les autres. Il faut un salaire pour tous les travailleuses et travailleurs de la culture, pour tous les travailleurs et travailleuses intermittents, y compris les livreurs à vélo qui galèrent leur race encore plus que nous, parce que eux ils ne font pas un truc qui les passionne. Oh, mais vous êtes trop mignons. Alors enfin, je voudrais finir cette brève, enfin, pas si brève, mais introduction pour revenir aussi sur la question de la culture sous le capitalisme. La culture sous le capitalisme, c'est du loisir, c'est pas de la culture. C'est un endroit où on vous demande d'aller, on vous demande de payer, on vous demande de consommer. On vous demande de consommer et on vous demande d'aimer ce qui est bon à aimer et de ne pas aimer ce qui n'est pas bon à aimer. Ça n'est pas de la culture. La plus grande partie de la culture qui compose ce pays n'est pas représentée en fait par cette industrie du loisir. Et là, je parle bien d'une industrie. Donc effectivement, comme tu le disais, Victoire, on impose aux lieux de culture de faire du partenariat public-privé, d'être rentable, c'est aberrant. Et en plus, le public paye, quoi. Bon, alors en plus, on va consommer enfin bon, bref. Et juste, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais nous, les artistes-auteurs et les travailleuses et travailleurs de l'art et tout le secteur des arts visuels, on n'a pas de convention collective. Donc on est sous la convention collective de roulement de tambour, l'animation. Ce qui revient bien à ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, on est assimilé à une industrie de loisirs. Voilà, donc j'ai fini pour la réponse à l'introduction. Je vais essayer d'être rapide. Si je suis trop longue, vous m'arrêtez. Je ne sais pas si je le ferai, mais enfin, vous tentez de m'arrêter. Voilà. Donc, je suis ici en tant que représentante de la Buse, qui est un collectif qui interroge le milieu de l'art en tant que milieu de travail, donc, dont fait partie aussi Aurélien Catin, dont tu as parlé, Victoire. Donc, vous l'aurez compris, ce collectif tend à montrer, en fait, que toute personne qui travaille produit de la valeur et mérite donc salaire. Je suis aussi syndiquée au SNAP CGT. Donc le SNAP CGT, c'est la branche CGT des arts visuels. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis cette crise, en fait, Denis Gravouille de la CGT du spectacle s'est quand même rapproché de nous et a quand même tenté de bien comprendre quelles étaient nos spécificités. Et il a fini par dire « Ah ouais, mais vous êtes vraiment en galère et hyper en retard. » Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est très archaïque. Donc moi, ce que je voudrais dire par rapport au Centre national des arts artistes-auteurs. Pour moi, le but poursuivi à travers ce centre est un bon but, évidemment. Faire reconnaître le travail des travailleuses et travailleurs de l'art, c'est évidemment important. Et organiser des élections démocratiques pour qu'il y ait une représentativité dans nos instances et dans la création de notre statut, c'est évidemment intéressant. Mais pour moi, pour nous, pour les gens que je représente aujourd'hui, ça n'est pas l'outil approprié, ni même la revendication appropriée pour atteindre ces objectifs. Pourquoi ? Parce qu'un Centre national des artistes-auteurs, c'est un espace de pouvoir, en fait, brigué par un certain nombre d'entre nous qui font du bon boulot, qui défendent nos droits, enfin voilà, depuis les années 90, mais qui défendent nos droits tels qu'ils existent. Ce centre national est une aberration à mes yeux. Pourquoi ? Parce que artiste-auteur, c'est un régime. C'est pas un statut, ni un métier, ni un secteur. Et les centres nationaux structurent des secteurs. Le Centre national du livre, le Centre national de la musique ou le Centre national des arts plastiques. Donc créer un Centre national des artistes-auteurs, ça revient au même qu'imaginer de créer un Centre national des employés salariés ou des intermittents. Bon, je trouve que les buts à poursuivre sont les bons, hein, mais je n'ai pas l'impression que ce Centre national des artistes-auteurs pourrait résoudre les problèmes, même si éventuellement il pourrait y participer. Ce qu'on voit, c'est que le rôle historique de la Maison des artistes, donc la Maison des artistes, c'est une structure qui jusqu'à il n'y a pas longtemps, s'occupait du régime des artistes-auteurs, en fait. Mais maintenant, ça a été transféré à l'URSSAF Limousin. Mais le rôle historique de cette Maison des artistes était de s'occuper des spécificités, justement, de ce régime des artistes-auteurs. Et avant 2011, le régime était géré par des représentants des artistes-auteurs. Tout a été déstructuré, bon. Mais effectivement, c'est sûr qu'il faut des élections et il faut désigner des représentants et des représentantes pour la gestion de la sécurité sociale et surtout pour entrer dans l'assurance chômage.
À l'UNEDIC, par exemple, donc l'assurance chômage des intermittents, il y a la CGT Spectacle qui siège. Et donc, voilà, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se ressaisir de nos droits, de notre statut et finalement d'auto-administrer notre régime. Donc, il me semble que nous ne devons pas nous attacher à nos spécificités d'artistes-auteurs et que nous devons aller le plus possible vers du droit commun, en fait. Et si nous prouvons, comme je disais tout à l'heure, que les travailleurs et travailleuses de l'art qui ont un profil d'indépendant peuvent bénéficier de tous les droits sociaux, alors c'est la sortie de la précarité pour tous les indépendants, en conservant l'indépendance du travail, donc sans rapport de subordination. Et c'est bien ça qui nous intéresse ici. Donc aujourd'hui, il y a un Centre national des arts plastiques qui est subventionné à hauteur de 12 millions par an. C'est un centre national qui donne des bourses, qui permet que des expositions existent, qui donne des conseils aussi. Hein. C'est aussi un centre ressources. Voilà. Il n'y a pas de représentants des artistes-auteurs qui y siègent, mais ça s'occupe des arts plastiques, mais ça s'occupe de la création art plastique. Et évidemment, les artistes-auteurs sont dotés afin de pouvoir créer. Alors, pas tous, hein, bien sûr, c'est beaucoup de copinage, mais voilà, il y a beaucoup de commissions. Bon, bref. 12 millions par an, c'est pas beaucoup. C'est vraiment rien du tout. Donc, le budget pour les arts plastiques sont déjà vraiment très, très faibles. Alors du coup, moi j'ai une question, mais je pense qu'on va y répondre tout à l'heure. Michel, j'imagine que tu vas y répondre. Ma question, c'est comment et à quelle hauteur serait subventionné le Centre national des arts plastiques? Et est-ce que ça fonctionnerait sur ces budgets qui sont déjà faibles? Bon, j'imagine que si on est dans une perspective France Insoumise au pouvoir, évidemment, ces questions ont des réponses. Mais en tout cas, dans le monde tel qu'il est actuellement, ou qui est plutôt à la réduction des budgets et à l'économie, j'ai l'impression que c'est déshabiller Paul pour rhabiller Georgette et tout ça avec de la peau de chagrin, quoi. Alors les chiffres, tu les as dit tout à l'heure, il y a 270 000 artistes-auteurs en France et il y a 276 000 intermittents. Donc c'est quasiment la même chose en fait. Pour 95 000 artistes-auteurs, c'est leur activité principale, avec un revenu moyen de 15 000 € par an pour les hommes et 10 000 € par an pour les femmes. Dans les arts plastiques, 53%, plus de la moitié, gagnent moins de 900 € par an. Okay, et pour la BD, 36%, alors ça j'imagine que Jocelyn nous en parlera tout à l'heure, mais 36% des hommes et 50% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit bien l'urgence absolue de sortir ces travailleuses et travailleurs de la précarité qui sont en plus, alors je ne sais pas si c'est une qualité particulière, mais enfin dans le monde dans lequel on vit avec la qualification, on voit bien que quand même, ils sont surqualifiés hein, quand même. Hein. Les beaux-arts, c'est 5 ans d'études, enfin c'est les personnes qui travaillent dans la médiation, par exemple, dans les lieux dans lesquels parfois vous allez voir des expositions, mais c'est des personnes qui sont surqualifiées, payées rien du tout et harcelées. Parce qu'il y a des gros problèmes de harcèlement et d'abus d'autorité dans ce milieu. Il faut le savoir, on fait travailler les gens du matin au soir, ils ressortent lessivés. Bon, la médecine du travail, ils sont détruits en fait. C'est un milieu professionnel qui détruit ces travailleuses et ces travailleurs. Bon. Donc, est-ce qu'un Centre national des artistes-auteurs peut changer ça ? Bon, moi, permettez-moi d'en douter. J'ai l'impression que c'est un vœu pieux. Mais bon. Pour moi, il faut se battre sur les tarifs et être payé. Obtenir une assurance chômage avec un seuil d'entrée très bas. Et pour cela, il est nécessaire d'augmenter la part diffuseur. Alors, la part diffuseur, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, en France, donc, il y a les personnes qui montrent du travail artistique et les personnes qui diffusent le travail artistique. Donc, ce sont les centres d'art, les galeries... les musées, évidemment, il y a des diffuseurs sur Internet. Enfin voilà, les diffuseurs, une personne qui diffuse nos travaux. Imaginez-vous que, vous ne le saviez peut-être pas, ils sont soumis à 1,1% de taux de cotisation. Voilà. Donc il faudrait augmenter ce taux à 5,15% afin que la cotisation sociale des diffuseurs sorte de cette exception et viennent couvrir la sécu, la formation et le chômage. N'oublions pas que nous n'avons droit à la formation que depuis une dizaine d'années. Hein. Avant, on n'avait pas besoin d'être formé dans ce secteur. Bon. Actuellement, quand un artiste-auteur touche 100 € de brut, le diffuseur va verser 1,10 €. Pourtant, quand un intermittent touche 100 € brut, l'entreprise culturelle qui paye cet intermittent va verser 46 € de cotisation sociale. Vous voyez la différence. Donc ça veut dire que nous, on a... Voilà.
Voilà, bravo. Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Ça se voit, non? Donc ça veut dire que nos revenus sont déjà vraiment hyper bas, mais en plus, on ne bénéficie pas du salaire socialisé. Alors pour moi, voilà, et je conclue là-dessus, une revendication unique et simple, un salaire pour tous les artistes. Donc, je vais... Merci beaucoup, Émilie, pour cette flamboyante contribution. Bien entendu, l'affinité de cette proposition d'un Centre national des artistes auteurs, c'était la base de cette conférence qui répond en effet à un appel dont on pourra aborder de 17 organisations professionnelles d'artistes auteurs. Et l'objectif, c'est que nous partions de cette proposition pour surtout avoir pour but d'arriver à l'objectif final, c'est-à-dire de reconnaître ce travail de l'art et sortir les travailleurs de l'art de la pauvreté galopante dans laquelle ils sont. C'est pour ça que le but de cette conférence également aussi est d'en faire un chantier pour aborder cette question-là. Et je te remercie également de ta franchise et sur cette contribution, Émilie. Et je vais passer la parole maintenant à Jocelyn pour nous exprimer son point de vue donc, en tant qu'auteur du livre et membre du conseil syndical de la Ligue des auteurs du livre. Jocelyn, je vous en prie. Merci Martin. Bonjour. En ce qui me concerne, je suis scénariste depuis un peu plus de 10 ans dans la bande dessinée, aussi dans l'animation. J'ai rejoint la Ligue des auteurs du livre, qui est un tout jeune syndicat qui existe depuis 2018, qui a été créé en septembre 2018, dans la continuité des mouvements sociaux qui ont démarré, je crois, en 2014, par rapport à la situation, notamment des auteurs de BD. Une des conséquences, d'ailleurs, c'était la mission Racine, qui a donné lieu au rapport Racine, une des conséquences de ces mouvements sociaux. Et la Ligue, en fait, s'est constituée autour du constat de la situation des artistes auteurs, donc là, en l'occurrence, du livre. Et on a essayé de comprendre, en fait, ce qui se passait, pourquoi autant de nos collègues étaient dans une situation aussi difficile. On a commencé par observer quelle était... un petit peu une compréhension de ce marché du livre, puisque là, en l'occurrence, c'est un objet qui se vend. Donc, on a compris que c'était une industrie qui concernait plus de 80 000 salariés, que ce soit dans la distribution, dans la diffusion, dans l'édition. Donc, tout ça, c'était, je dirais, dans l'exploitation directe des livres. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'exploitation indirecte. Donc quand des livres fonctionnent très bien, il peut y avoir des exploitations audiovisuelles, dans le jeu vidéo, dans des produits dérivés, etc. Donc au final, ça concerne en fait la source de toute cette industrie et de ces industries. Ça repose sur les épaules d'auteurs et on a compris assez rapidement que le problème de fond, c'est qu'on n'avait aucun statut. Là, je rejoins Émilie sur l'analyse de l'absence de code du travail pour les artistes auteurs. Donc, s'il n'y a pas de code du travail, du coup, il n'y a pas de règles. Et donc, les relations avec les gens qui vous commandent des travaux, concrètement, c'est un petit peu pile ou face, quoi. C'est sur la base de la supposée bienveillance des gens qui nous commandent ces travaux. Et l'un des autres gros problèmes qu'on a observé dans l'économie du livre, c'est la relation droit d'auteur. Donc le droit d'auteur, en fait, c'est notre source de rémunération quand on est payé via des notes de droit d'auteur. Mais en fait, c'est une rémunération qui est basée sur l'exploitation future de nos œuvres. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Dans la BD, en tout cas, pour moi, ce que je connais, ce sont des avances sur droit. Donc en fait, les éditeurs décident que voilà, ils vont allouer tel budget pour un ouvrage et ça sera déduit des éventuelles recettes de l'exploitation de notre ouvrage.
Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une situation où on réalise un travail, un réel travail, hein, c'est-à-dire qu'un auteur tout seul peut passer 1 an à réaliser son album de BD chez lui. Il doit manger, il doit payer un loyer, il a éventuellement une famille, voilà. Et éventuellement, il prend des congés de temps en temps. Donc parfois, il y a plusieurs auteurs, donc ils se partagent la tâche. Donc c'est pas un plein temps, mais c'est quand même plusieurs personnes concernées. Ça peut être des œuvres collaboratives, etc. Ça peut être des œuvres de commande aussi. Donc, par exemple, une licence fonctionne. Une licence, c'est je sais pas, une série qui est très populaire et on demande l'adaptation de BD. Donc ça, on va aller voir des auteurs de BD et on va les payer en note de droit d'auteur. Et donc tout ça, c'est du vrai travail, mais qu'on considère en amont, une rémunération pour le travail, mais qui est prélevée sur les rémunérations supposées de l'œuvre. Et donc nous, on est venu à la conclusion que ça, c'était un des gros points, c'était de vraiment faire la séparation entre ces deux approches de rémunération pour les auteurs, artistes du livre. Mais donc effectivement, le premier point, c'est de mieux définir le statut, en fait, de soit créer un statut, soit améliorer l'existant, puisqu'on est plus ou moins, par exemple, d'un point de vue fiscal, on est plus ou moins affilié aux rémunérations salariées. Enfin, c'est très compliqué, toutes les démarches, quand vous êtes auteur du livre. Pour votre sécurité sociale, c'est extrêmement compliqué. Pour les retraites, les caisses de retraite, c'est extrêmement compliqué de se renseigner, comprendre où il faut s'adresser, quelle démarche il faut faire. Parfois, on reçoit des demandes, je crois que c'est la RAP pour la bande dessinée, qui échappent complètement à nos réalités d'auteurs. Beaucoup d'auteurs se retrouvent à devoir... Dans la BD, dans le livre, beaucoup d'auteurs se retrouvent à devoir avoir des métiers à côté, donc soit des métiers de la vie de tous les jours ou des métiers dans l'artistique, pour ceux qui peuvent se le permettre. Nous, dans ces deux analyses qu'on a fait, enfin, on a fait un état des lieux un petit peu, enfin une analyse de toutes ces questions en 2018 et par la suite on a émis comment dire, des pistes de réflexion sur ce qu'il faudrait faire. Et pour nous, le droit d'auteur, c'est quelque chose, c'est comment dire, un modèle qui est intéressant mais qui doit évoluer. Donc avec ce que je vous disais, la séparation entre tout ce qui est rémunération de travail de commande et exploitation de l'œuvre. Et le gros besoin qu'on a, c'est un besoin d'arbitrage entre les gens qui nous commandent des œuvres ou avec qui on travaille sur l'édition de nos œuvres, parce que parfois c'est des projets personnels qu'on va présenter aux éditeurs, mais on se retrouve tout seul face à des gens qui ont des intérêts différents. Et on se retrouve tout seul à tout négocier, en fait, à lire des contrats de 25 pages qui, d'une maison d'édition à l'autre, va être différent, qui parfois englobe différents droits. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, les artistes auteurs du livre ont besoin d'arbitrage, auraient besoin d'arbitrage pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Et c'est pourquoi l'idée du Centre national des artistes auteurs nous paraît intéressante à la Ligue, parce que ça pourrait permettre d'une part d'être ce centre national pourrait arbitrer justement toutes ces questions liées à l'interaction entre les artistes auteurs et les gens en tout cas dans le livre, et les gens qui leur commandent les ouvrages ou avec qui ils collaborent. Ça permettrait aussi, d'une manière plus large, d'avoir un office qui veille en fait à l'évolution du marché. Moi, j'ai rejoint cette année le conseil syndical pour mener une commission sur le digital, parce qu'en fait, maintenant, il y a un nouveau type de bande dessinée, la bande dessinée digitale, donc qui est complètement détachée du livre, et c'est des questions qui nous échappent encore énormément, qui échappent aux institutions, qui échappent même au sein de mon syndicat.
Et là, typiquement, s'il y avait un centre national des artistes-auteurs, on pourrait imaginer qu'il y ait une veille sur ce genre de questions et à l'évolution de l'exploitation des œuvres. Les autres points, c'est le... Je crois que Michel finira dans son programme. Ouais. Pas mal d'éléments, tout ce que pourrait être... Ouais, nous, il y avait la question, enfin, je posais la même question que Émilie, c'est par rapport au financement, comment vous pensez le financement d'un tel centre? Ça, c'est des questions à laquelle on aimerait bien avoir des réponses. Et voilà, en gros. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. Justement, pour répondre à ces questions et décrire on peut l'applaudir aussi, c'est vrai. Et pour donc répondre à ces questions et dessiner ce potentiel projet de réponse à cette précarité des travailleurs de l'art, je donne donc la parole à Michel Larive pour revenir sur son projet de loi vis-à-vis de cette question. Michel, je t'en prie. Merci Martin, merci aux 3 intervenantes et intervenants précédents. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous voyez, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que comme je ne détiens pas de vérité révélée, je me dis que c'est dans la construction commune qu'on va y arriver. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui a été dit par ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce que tu as dit aussi, c'est parfait parce que ça rentre dans le cadre de ce que nous voulons. On n'a pas posé, on a posé un outil. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire quelque chose pour faire. Parce que construire quelque chose pour ne pas faire ou réfléchir pour ne pas faire, ça fait 40 ans qu'on le fait. Donc voilà. Donc tu vois, je te rejoins là-dessus. Donc on propose un truc et des gens nous amènent des éléments. Et au bout d'un moment, eh bien, on est 17 insoumis dans l'Assemblée nationale. Donc j'ai posé, moi, une PPL visant à créer un Conseil national des artistes-auteurs auprès du président de l'Assemblée nationale le 17 novembre 2020. Bon, alors, je l'ai posée. Elle n'est pas passée parce que pour qu'elle passe, il aurait fallu que nous votions, nous les 17, 20 fois. Parce que 20 fois 17 égale à peu près la majorité. Vous voyez, donc ça veut dire que ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est dans la construction. Ça fait 4 ans que je suis dans la commission culture, commence à avoir un tout petit peu d'expérience. Et moi, la première expérience que j'ai retirée de tout ça, mais ça depuis bien longtemps, j'ai été président de festival de théâtre, je me suis essayé sur les planches aussi, et je sais que je ne vis jamais, moi, la vie des autres. Ça, c'est très clair. Alors, chacun, on vit sa vie, et chacun, on a une expérience. L'intérêt, c'est de faire du commun. C'est essayer de vivre en commun. On est dans ce pays, 67 millions ou un truc comme ça. Il y a plein d'expériences différentes. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la culture, c'est que les choses sont posées en silo. C'est démerdez-vous, en gros. Et quand je pose, par exemple, des propositions de loi dans l'hémicycle, tous les députés, à part quelques-uns, mais eux, de façon très, très réfléchie, tous les autres me parlent diffusion. Personne ne me parle création. Tous les autres me parlent diffusion. C'est-à-dire que quand on veut aider la culture, on aide la diffusion. On aide la diffusion, on n'aide pas la création, on n'aide pas la transmission, c'est-à-dire les écoles, on n'aide pas la mémoire et on n'aide surtout pas la perspective, la recherche. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, et on aide la diffusion. Alors nous, on s'est dit, parce que pour relever ce que vous avez dit, les 2 derniers intervenants, c'est qu'effectivement, les gens du livre, les artistes plasticiens ont quelque chose d'à part par rapport aux intermittents du spectacle, où eux, bon, ben voilà, il y a 2 annexes, 8 et 10, et donc qui permettent, par des heures, par des cachets, de faire un calcul mathématique qui font que, bon, bah, à ce moment-là, ils ont une rémunération, une allocation, une assurance chômage par rapport à un calcul qui est très mathématique. Mais comment on fait pour les arts plastiques? Comment on fait pour le livre? Et il faut bien inventer quelque chose. Et alors, j'avais moi proposé d'autres propositions de loi, et qui sont tout aussi discutables. Mais à la fin, on s'est dit, avec le livret culture, l'idée, c'est qu'en fait, ce soit les gens qui font, parce que je le redis, on ne vit pas la vie des autres. Donc, ce sont les gens qui font, qui réfléchissent à ça. Ils réfléchissent où? Dans le Centre national des artistes-auteurs.
Et alors, ce Centre national des artistes-auteurs, c'est lui, effectivement, là vous me parlez des règles existantes. Dans les règles existantes, moi j'ai rien à redire à ce que vous avez dit, vous avez raison. Mais dans le Centre national des artistes-auteurs, c'est justement d'essayer d'en faire, par exemple, par son animation, sa direction, sa coordination, qui sera faite par des gens représentatifs de ce secteur d'activité des travailleurs de l'art, des travailleuses et travailleurs de l'art, des artistes-auteurs, qui seront représentés, je ne sais pas, dans un conseil d'administration. Tout ceci n'est pas défini, c'est quelque chose qui est défini par décret ensuite. Et ce sont ces gens-là qui émettent des règles. Et ce sont ces gens-là qui réfléchissent à un régime de protection sociale. Et ce sont ces gens-là qui disent en cohérence et en négociation et en consensus, parce qu'ils sont concernés et qu'ils sont les premiers à savoir de quoi ils retournent, ce sont ces gens-là qui construisent. Alors, on avait posé ce centre-là, parce qu'il fallait un lieu. Et quand moi j'ai parlé de ça à Mme Bachelot, la ministre de la Culture, ce qu'elle voulait surtout, c'est qu'elle dit, oui, moi je veux bien qu'on parle des artistes-auteurs, et on va vous dire qui on veut recevoir. Mais j'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, moi c'est l'inverse. Parce que qui voulait recevoir, c'est des gens, mais nommément, mais surtout pas des syndicats, par exemple. Et moi, j'ai dit, mais non, pas du tout. C'est justement, il faut des syndicats. Parce que les collectifs, ne les inventez pas, ils existent. Tu as raison, ils existent. Et donc, il y en a des nouveaux qui existent, qui arrivent et tout, et c'est très, très bien. Et donc, tous ces collectifs-là existent, et c'est à eux, ensemble, de réfléchir à cette construction du CNA. Alors, nous, législateurs, on pose les bases. Et moi, j'ai jeté le pavé dans la mare en disant comme ça, comment ces gens-là existent, comment ils font pour vivre, parce que je ne vais pas revenir sur tous les constats, parce que, je le redis encore une fois, eux vivent cette vie-là, donc ils le savent bien mieux que moi, même si j'ai quand même 35 ans de balade dans ce secteur-là. Donc, et 4 ans de fait de côtoyer les institutions, les syndicats et le ministère de la Culture, qui en fait, c'est une coquille vide, quoi. Parce que par exemple, sur la dépendance, là, sur les artistes-auteurs, cette dépendance au marché est énorme, et au système de production. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que pendant cette crise, ce qu'on a pu voir, c'est l'incapacité totale de l'État et du ministère de la Culture à gérer les populations des artistes-auteurs et travailleurs de l'art. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'avaient pas d'opérateurs publics ad hoc. Il n'y avait personne qui savait faire quoi. Chaque chose, chaque solidarité a été organisée par les artistes-auteurs eux-mêmes, par les travailleurs de l'art eux-mêmes, ou par des collectifs, mais il y avait l'État lui-même n'a jamais participé. Effectivement, il a saupoudré, et quand il a saupoudré, à chaque fois, on lui a dit, grâce au retour qu'on a eu des collectifs et des syndicats, à chaque fois, on leur a dit, vous avez oublié cela. Vous avez oublié cela, vous avez oublié cela. Et on leur a dit, à mon avis, vous devriez, eux, les réunir et ils vous diront comment il faut faire. Ça, ils ne veulent pas. Alors, comme ils ne veulent pas et qu'ils ne savent pas faire, il y a 3 des 4 centres nationaux qui se sont avérés, mais vraiment, dans l'incapacité de gérer eux-mêmes les artistes-auteurs, et ils ont carrément délégué ces missions à qui ? Eh bien, à des organismes privés. Alors nous, non, effectivement, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un ministère de la Culture fort, un service public de la culture. Un service public de la culture. Tu as parlé de droits tout à l'heure. Effectivement, avec des nouveaux droits, mais pas des droits commerciaux, des droits républicains, des droits du service public. Le premier, déjà, c'est qu'il existe Paris, mais une vie aussi existe au-delà du périphérique. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un territoire où il y a une immensité, moi, pour le parcourir, une immensité une profusion de création artistique, et il n'y a pas de création sans créatrice et créateur, bien entendu. Et donc tout ça, ça existe, tout ceci existe déjà. Alors, qu'est-ce que nous, ça pourrait être, ça ? Eh bien, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on l'a fait, on ne l'a pas fait par hasard. On l'a fait parce que 17 organisations, ça n'a pas été dit peut-être, mais 17 organisations ont soutenu quand même ce travail. Et parmi ces 17, il y a le SNAP-CGT. Il y a le syndicat national des photographes, il y a la Ligue des auteurs, il y a l'Union nationale des peintres illustrateurs. Donc voilà, je veux dire, on n'a pas fait à la place des autres. Quand on fait une proposition de loi, elle est là, c'est celle-là, c'est ce qui vient de s'envoler, comme quoi. Les écrits restent, vous voyez que même les écrits des fois s'envolent. Et donc,
ce qu'on a fait, quand on pose une loi, moi je ne me lève pas un matin, je ne vais pas dans l'hémicycle où je ne vais pas voir Maxime et Ananis, que je remercie encore pour leur travail, et leur dire tiens, ce matin on fait ça. Non, avant on a fait des semaines et des semaines d'auditions de tous les collectifs, des syndicats, des artistes, des machins, et puis des gens surtout qui sont pour, et surtout ceux qui sont contre aussi, pour savoir quels sont leurs arguments aussi. Et puis voilà, et le ministère. Et on n'avait pas trop mal bossé, parce qu'à l'époque même, c'était le ministère qui était venu nous auditionner en disant ben, on n'est pas complètement contre votre truc, mais on voudrait savoir ça et ça et ça. Donc ça veut dire qu'on avait quand même, à un moment donné, les gens s'intéressaient de tous côtés à ce qu'on faisait, parce que effectivement, ils avaient effectivement compris qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette. Et la première mission, notamment, de ce Conseil national des artistes-auteurs, parce qu'on l'a appelé comme ça, eh ben, ce serait de convoquer des élections professionnelles qui prennent en compte la diversité des professionnels de la profession d'artiste-auteur. Et après, ils s'organisent, eux, en collectif décisionnaire pour décider de choses multiples, notamment de la régulation entre les artistes et leurs diffuseurs. Tu en as parlé tout à l'heure avec les éditeurs. Effectivement, là, vous avez vu, à la rentrée, il y a, comment ça s'appelle, Bagné, député Modem, je viens de recevoir le truc, qui va sortir un truc, donc un texte sur le livre. Elle va poser une proposition de loi sur le livre. Je te le transférerai. Tu l'auras en avant-première comme ça. Et donc, il faut qu'on regarde ce qu'elle va faire. Elle, son job, c'est de libéraliser encore plus le marché du livre, d'essayer de péter un maximum ce qui reste de la loi langue. Donc voilà, et nous, on a fait un rapport avec un député macroniste qui était d'accord avec moi d'ailleurs sur la continuité de la loi langue, sur le prix unique du livre. J'en parlerai peut-être après, mais dans un deuxième temps. Le Conseil national, il ne vise pas à remettre en cause d'autres opérateurs, parce que de toute manière, dans ce cas-là, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'élément ad hoc qui fait ça. Il vise à créer justement quelque chose qui répond à un besoin, celui que vous avez défini tous les deux tout à l'heure, dans vos secteurs particuliers. Qu'est-ce qui pourrait mettre en place un observatoire pour une mise en œuvre, alors effectivement, statistique, qualitative des différents métiers des artistes-auteurs, mais ça, ce sont les gens qui géreront ce centre national qui décideront comment ils vont poser cette observation. Et surtout, un portail informatif, on le voit parce qu'on ne les reçoit pas seulement à l'Assemblée, on va les voir, les gens, nous on en a pas mal chez nous, mais bon, tout cet été, j'ai bougé. Je fais partie maintenant intégrante des États généraux du HOF d'Avignon, où on travaille pas seulement avec des artistes du théâtre, et il y a des plasticiens, il y a plein d'autres gens, et il y a plein de métiers, effectivement, qui sont précaires et qui n'ont pas de statut ou de régime, comme tu disais, défini, et dont il va bien falloir définir les choses. Alors, un observatoire, un portail informatif, bien sûr, un pôle de négociation collective, il n'y a pas ça. Là, tout le monde, et moi j'entends, et c'est pour ça qu'on a posé ce Conseil national des artistes-auteurs, c'est-à-dire qu'on entend des revendications absolument légitimes partout, et ils vont les porter où ? Au ministère de la Culture, qui lui n'entend pas. Il n'entend pas le ministère de la Culture, et puis il n'en a rien à cirer. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais nous emmerdez pas, parce que la culture, ça pèse plus que les voitures en chiffre d'affaires. Mais moi, ça, c'est pas mon enfin quelque part, c'est pas mon propos. Si je dois aller rentrer en concurrence avec les GAFAM sur le discours des GAFAM, ils vont gagner, ils sont meilleurs que moi. Pour moi, la culture, c'est un vecteur d'émancipation, et il faut que les gens. Je parle là en responsable, en représentant de la nation. C'est la culture, c'est l'antidote absolu aux obscurantismes. C'est ça, pour moi, la culture. Les acteurs culturels participent de cette action. Les artistes ou les travailleurs de l'art, appelez-les comme vous voulez, c'est ceux qui ont construit nos sociétés, qui ont construit nos réflexions. Et c'est ça les Lumières, c'est ça l'humanisme, c'est ça le reste, c'est ça ma République. C'est dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que pour moi les artistes sont très importants et qu'il faut que ce soit eux, bien entendu, en cohérence avec l'ensemble de la population, qui décident de leur statut, de leur représentation, de leur régime de protection sociale. Il faut que ce soit eux.
en négociation peut-être avec l'État, mais il faut que l'État soit accompagnateur. Il ne faut pas qu'il freine des deux pieds dans ces cas-là. Alors, il faut là-dedans, le pôle de négociation, un dispositif de lutte aussi contre les inégalités. Tu as parlé, par exemple, les inégalités artistes-auteurs en prenant en compte le sexe, notamment la géographie, en fait, toutes les discriminations. La discrimination directe sur, effectivement, sur le sexe, mais la discrimination indirecte sur le territoire. Dans mon département, en Ariège, on a 2 théâtres de verdure et on n'a pas un bâtiment où il est inscrit au fronton théâtre. Bon, ben voilà, ça c'est important aussi. C'est-à-dire, quand on parle des droits, c'est aussi, il y a le droit d'accès, mais pas seulement que l'accès. Il y a l'égalité territoriale. Et derrière, il y a le soutien à la création. Alors, j'avais posé, vous le verrez, j'ai pas le temps là peut-être d'en parler parce que je vais repasser le micro, mais j'avais posé un fonds de soutien à la création artistique. Ça aussi, on peut en discuter. Et on peut dire, moi j'ai proposé un truc, est-ce qu'il faut le faire évoluer? Ben, moi je suis à l'écoute. Et là pareil, je ne l'ai pas posé au hasard. Hein. Je l'ai posé parce que les gens ont dit, tiens, ton dispositif, il faudra le poser un petit peu comme ça. Et puis, j'ai entendu les gens qui étaient contre. Et puis, moi, je fais un choix politique. Je m'excuse bien, si on me parle du marché, des choses comme ça, dans le marché, machin et tout ça, et ben moi, je fais plutôt le choix des travailleurs de l'art. C'est tout. C'est un choix politique. Ben, voilà, c'est un choix différent de celui de M. Macron, mais c'est comme ça. Je l'assume. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, quand on a des crises qui viennent de se dérouler là et qui va perdurer, il y a celle-là, puis il y en aura peut-être d'autres ou quoi, eh ben, il faut que qu'il y ait un fonds d'aide d'urgence en direction des artistes-auteurs pour effectivement répondre, mais tout de suite à la problématique dont tu parles. Il faut qu'à un moment donné, on ait une réserve à dire comme ça, voilà, il faut assurer la continuité de la vie artistique. Donc à partir de ce moment-là, il faut que les gens puissent continuer à bouffer. C'est très clair. Et donc à partir de ce moment-là, ce truc-là pourrait être aussi un outil pour faire ça. L'article 1er de ma proposition de loi, il crée le Centre national des artistes-auteurs. Et l'article 2, il pose les missions. Dans ces missions, ça peut être amendé dans un texte de loi, qu'il soit de chez nous ou d'ailleurs, on amende. C'est-à-dire que le texte arrive en commission. Alors là aussi, je vais vous dire un truc. Hein, si vous ne voyez pas de députés dans l'hémicycle, si vous en voyez qu'un quart, c'est pas mauvais signe. Au contraire, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui bossent. Parce que si vous voyez l'hémicycle tout le temps plein, ça veut dire qu'il y en a pas mal qui en font pas beaucoup. Parce que les lois ne se décident pas dans l'hémicycle, elles se décident en commission, et même bien avant la commission. Et ensuite, dans l'hémicycle, on répète la chose, sauf que là, il y a la télé. Donc, en conclusion sur la PPL, eh ben, c'est qu'un maillon d'une chaîne de PPL et d'une installation et d'un statut social à donner véritablement aux artistes, auteurs et aux travailleurs de l'art. Il faut qu'en France, enfin, on pose un statut social de toute cette population qui est énorme. Là, on a parlé de 270 000 d'un côté, 267 000, mais je pense qu'on peut multiplier par 2 avec des gens qui ne sont pas inscrits, déclarés, et tout ça. Donc c'est au moins multiplié par 2. On parle de création, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels la force publique doit intervenir. Hein. Donc de toute manière, tu as parlé des autres métiers précaires. Et bien sûr, quand on installe comme ça une espèce de vision et qu'on commence à travailler des règles sur tout un espace dont on n'appréhende pas, on ne chiffre pas le travail ou les choses comme ça, on va pouvoir s'en servir pour les autres métiers. Ce vent est super. Hein. C'est bien parce que l'année dernière, c'était comme ça. On a l'habitude maintenant, mais il nous manque un bras, en fait. Avec 2 bras, c'est léger. Et donc, voilà. Après, pour le reste, j'en parlerai après. Voilà. Hein. Et puis, oui, il y avait une petite une citation, là, de Camus qui disait que tout ce qui dégrade la culture, comme aujourd'hui, raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Et c'est ça qu'on veut casser, nous. Et c'est pour ça qu'on a posé le CNR. C'était pas pour embêter, c'était pour construire. C'est un maillon. Et après, toutes les idées sont les bienvenues. Enfin, celles de notre côté, quand même, un peu. Voilà, merci. Alors
Alors merci beaucoup Michel. Avant de laisser la parole pour les questions dans la salle et également potentiellement les réactions de nos deux intervenants. J'irai dans ton sens également quand tu parlais du fait qu'on va aller à l'encontre en effet de cette conception libérale de la culture comme un produit marchand, et je rebondis également sur ce que disait Victoire quand elle abordait ce fameux rapport CAP 2022 qui dirige l'action de la réforme publique du quinquennat Macron et qui a pour but in fine de se débarrasser d'institutions publiques en charge des arts et de la culture pour tout déléguer à des fondations privées ou à des milliardaires. Pour répondre à la question de Émilie et de Jocelyn sur d'où viendra l'argent qui nous permettra, si on crée une structure dédiée, de financer ce fameux centre national des artistes auteurs ou des travailleurs de l'art, ou si ne serait-ce que parler de la question de du financement de ce régime social, il va de soi clairement que la première mesure que nous prendrons dès le plan de loi de finances 2023 sera de restaurer à 1% du PIB le budget consacré aux arts et à la culture, et que, croyez-moi, cet argent qui sera déjà multiplié au moins, si nos chiffrages sont encore à jour, qui multipliera par 2, si ce n'est 3, le budget actuel réussira à résoudre déjà pas mal de questions. C'est un premier élément, mais le second, je citerai également une proposition de loi récente de Michel qui s'appelait pour la création d'un domaine public commun, qui venait d'une proposition de Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui était de mutualiser les revenus des droits d'auteur des auteurs morts sur leurs 70 ans après leur mort, afin de financer la création des travailleurs de l'art aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui le message que nous martelons aujourd'hui dans ces amphis, qui sont que nos propositions sont majoritaires dans la société, et que si les personnes, les Françaises et les Français votaient uniquement pour le programme, nous serions capables de gagner dès le premier tour. Eh bien, je peux vous annoncer que cette proposition de mutualisation des droits d'auteur pour servir la création contemporaine est soutenue par 76% des Français. Donc, encore une fois, on peut le voir que ce premier axe de politique culturelle est également majoritaire dans la société. Et sur ce, je peux laisser la parole peut-être. Alors, est-ce que Émilie ou Jocelyn, vous aviez une réaction à ce que disait Michel, ou est-ce qu'on passe peut-être tout de suite aux questions dans la salle ? Oui, non, passons directement aux questions. Alors, il y avait là-bas. Tu vas où ? Merci beaucoup, Victoire. Donc, on avait monsieur là-bas. Est-ce qu'on a une femme peut-être aussi pour faire une question paritaire, madame, puis monsieur, puis madame, et on va faire déjà cette première salve de 4 personnes. C'est monsieur avec la chemise verte. Monsieur avec la chemise verte là-bas. Oui, c'est des remarques. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur disons, la priorité à l'assurance chômage. Parce que tu as raison, ça fait tout en fait. Moi, pour le coup, je suis de l'autre côté, intermittent du spectacle. Non, mais je le vois parce c'est juste, je pense que ça peut éclairer en fait le débat, et ça va connecter à ce que tu dis aussi sur la nécessaire augmentation du budget de la culture. Mais à mon avis, pas n'importe comment. Nous, on a une autrice, du coup, qui travaille, une écrivaine, hein, qui écrit pour notre compagnie depuis pas très longtemps. Et du coup, on s'est rendu compte à ce moment-là à quel point c'était dégueulasse la différence de statut. Donc bon, on a trouvé le truc, on n'a pas mis autrice, on a mis dramaturge, comme ça, et maintenant elle est intermittente du spectacle. Et ça marche très bien. Et ça a changé sa vie, en fait. Du coup, là, on peut le faire parce qu'elle écrit pour le théâtre. Mais il n'y a pas de raison que quelqu'un qui écrive pour autre chose puisse pas le faire, ou qui ait une autre forme d'être auteur. On n'est pas forcément auteur en écrivant des mots, on peut l'être en étant plasticien. Donc ça me paraît vraiment la priorité. Ça ne veut pas dire que le Centre national, c'est pas une bonne idée, mais c'est la priorité. Le problème, ce que je me dis en réflexion, et j'ai entendu la réflexion de madame tout à l'heure qui disait oui, bah aussi les côtés spectacle, ça s'est pas fait tout seul, les fameux 46 €, etc. Ça veut dire quand même que il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est à mon avis une difficulté qui peut être résolue, mais qu'il faut bien réfléchir parce qu'il peut y avoir plein d'effets pervers. C'est que ce qui a permis que ce soit possible côté spectacle vivant, c'est qu'on a pu créer des employeurs qui sont la plupart du temps fictifs. C'est-à-dire que pour le moment, on en est à un système où on conçoit que c'est possible d'ouvrir des droits au chômage quand on fait des heures. C'est-à-dire quand on vend son temps de travail à un employeur. Et ce qui fait que c'est refusé aux plasticiens, c'est qu'ils facturent des œuvres comme un indépendant. Et du coup, on a du mal à mettre un chiffre d'affaires qui ouvrirait des droits à du chômage. D'ailleurs, les artisans ont le même problème.
tous les artisans qui sont indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés, c'est très compliqué pour le chômage, puisqu'ils n'ont pas d'heures de travail. C'est un nombre d'heures de travail qui ouvre des droits au chômage. Là où nous, on a fait un tour de passe-passe en même temps que la revendication, c'est que comme on a des compagnies, on produit, on se paye, on vend, mais ce n'est pas celui qui achète qui cotise, c'est l'employeur intermédiaire. À la limite, deux plasticiens qui se mettraient ensemble, qui auraient une entreprise association comme une compagnie, qui vendrait le produit aux diffuseurs et qui paierait des heures de travail aux plasticiens, ça marcherait. Sauf que tu ne serais pas dans la convention. Donc, est-ce que c'est vraiment c'est un truc hyper important, ça. Est-ce qu'on ouvre les droits du chômage, c'est-à-dire qu'on se dit on peut ouvrir les droits du chômage en mettant en face un seuil d'accès assez bas à du chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on reste sur il faut qu'il y ait un employeur? Et au cas-là, tu perds le côté il n'y a pas de subordination. Nous, on a de la subordination. Alors, il se trouve qu'on a triché. La subordination, on n'en a pas trop, parce qu'en général, c'est un copain qui ne connaît rien, qui est président de l'association et qui signe les contrats de travail. Mais bon, c'est un tour de passe-passe. D'ailleurs, on en souffre. Ce serait bon d'avoir un statut des compagnies qui ne soit pas un détournement de la loi de 1901. Mais c'est une vraie question, en fait, ça. Comment on fait ça? Et voilà, j'ai pas. Voilà. Et la deuxième connexion, c'est, à mon avis, il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut augmenter massivement le budget de la culture, il serait temps, mais il va falloir faire attention à l'allocation de la ressource. Parce que tout d'un coup, il y a une masse, si on arrive au pouvoir, il y a une masse d'argent qui va descendre, ça va faire du bien à tout le monde parce que les diffuseurs et les théâtres vont acheter des œuvres, donc on va pouvoir payer les artistes. Mais ça fait des années de restrictions où les décideurs, c'est-à-dire ceux qui achètent, sont majoritairement des bourgeois. Puisque comme on est devenu, pendant très longtemps, c'était précaire, il n'y a plus que les bourgeois qui sont artistes. Pas précaires. Parce qu'ils peuvent se le permettre, ils ont des revenus à côté du revenu du travail. Donc c'est eux qui trustent les postes de décision. Les centres de machin qui achètent, etc. Donc attention qu'on renouvelle bien aussi un peu les décideurs en même temps qu'on envoie la grosse masse d'argent, parce que sinon ils vont tout dépenser en art bourgeois. Et ça ne va pas faire circuler. Et ça, comment on le fait? C'est très compliqué, parce que comment on décide de qu'il y ait une sociologie bourgeoise ou pas, hein? Surtout quand on est en art. Mais en fait, la précarité, elle les sert, parce qu'elle reproduit la domination bourgeoise dans les codes. Pardon pour la longueur. Ah, pardon. Alors, on va prendre 3 questions. Oui. Et donc, en effet, si vous pouvez faire l'effort de faire des questions un tout petit peu moins longues pour que tout le monde puisse avoir la parole. Bonjour. J'approuve entièrement ce que tu viens de dire, parce que effectivement, et c'est valable pour les comédiens, pour les chanteurs qui se débrouillent comme ça, en détournant les choses, de désigner une association avec quelqu'un qui va être président de l'association et servir d'intermédiaire, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin encore de syndicats. On l'a tellement décrié jusqu'à présent, donc c'est important qu'on se réunisse encore dans le syndicat des artistes plasticiens et tout ça. Et aussi, je voulais demander à la France Insoumise ce qu'elle pense de l'ADAMI. ADAMI qui est notre société, notre maison qu'on a construit par la CGT, c'est le syndicat français des artistes interprètes CGT qui l'a construit en 85 grâce à la loi Lang. Ouais, bon, c'est déjà ça. Et on ne pourrait pas essayer de travailler avec eux parce que c'est notre maison. Tout ce qu'ils aident, tous les gens qu'ils aident, c'est l'argent généré par le spectacle. Voilà, le spectacle qui est diffusé ou pas, etc. Et on peut aider les artistes à faire des projets dans la mesure où ils respectent évidemment la législation. Voilà. Merci. Oui, bonjour. J'aurais voulu parler un petit peu des arts plastiques et dire que pour moi, une des mesures que devrait prendre vraiment la France Insoumise, c'est de réduire considérablement la défiscalisation concernant les fondations, les acquisitions d'œuvres d'art et l'héritage des œuvres d'art. On a le taux le plus élevé du monde, donc c'est complètement aberrant. Gabriel Attal avait lancé le ballon d'essai, vous savez, et vous savez aussi que l'ADMICAL, c'est-à-dire le syndicat de tous les gros financiers qui pratiquent ces fondations, a
pousser des cris d'horreur et donc enterrer. La deuxième chose, c'est, je pense qu'il faudrait des lieux d'exposition non payants. Il y a un véritable racket des galeries privées. Il y a quelque chose qui se développe aussi, c'est les ateliers mis à disposition. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Une belle expérience à Pantin, par exemple. Voilà. Et concernant la musique, et je m'arrête très vite, il y a un accaparement des festivals de musique. Je ne dirai pas le nom, mais un monsieur qui, depuis plus de 40 ans, truste 2 festivals de musique importants qui sont diffusés sur France Musique et tout. C'est vraiment 10 fois trop, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi un accaparement, une façon de truster différentes scènes de théâtre. Pour Aix-Marseille, qui est ma région, un seul directeur pour 4 théâtres, ce qui a fait disparaître tous les autres. Donc, il n'y a pas assez de diversité et c'est effectivement de la culture très bourgeoise. Voilà, merci. Oui, bonjour. Alors, je lis dans les cahiers de l'avenir en commun numéro 4, une mesure donc à la page culture, et j'aimerais avoir en fait des précisions par rapport à cette mesure qui me semble tout à fait intéressante et qui répond probablement en partie à la question du financement. Instituer un domaine public commun constitué de l'ensemble des œuvres qui ne sont plus soumises à droit d'auteur pour créer un fonds destiné aux jeunes créateurs. Martin a commencé à en parler un peu. Est-ce qu'on peut avoir des précisions techniques en quelque sorte sur cette mesure? Merci. Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole? Peut-être Émilie, tu avais des éléments? Alors, merci pour vos questions. Je vais essayer d'aller très vite. Le financement de l'assurance chômage. Donc, comme je te disais, enfin, comme je te disais pas à toi, mais comme je le disais tout à l'heure, la part diffuseur en ce qui nous concerne dans les arts visuels est de 1,1%. Nous aussi, on bricole. On bricole tout le temps, mais nous, on bricole avec le RSA. C'est un peu moins marrant. Du coup, le financement, il n'est pas compliqué. Il suffit juste d'augmenter la part diffuseur. Nous aussi, on travaille avec des horaires. Enfin, on peut tout à fait transformer nos travaux en taux horaires. Il n'y a aucun souci avec ça. Et ce que je dis quand je dis un salaire pour tous les artistes, je ne dis pas qu'on ne peut plus éventuellement tirer une rente. Moi, je suis contre, mais je veux dire, je comprends qu'on puisse être pour tirer une rente de quelque chose qu'on aurait produit. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Et tu parles de bourgeoisie, la bourgeoisie, elle est bien là. C'est-à-dire que quand je suis propriétaire d'une œuvre et que j'en tire une rente et que c'est ça qui me permet de vivre, je suis un bourgeois. Moi, je n'ai pas envie d'être un bourgeois, j'ai envie d'être un travailleur. Donc voilà, donc j'espère que ça répond à ta question, mais le financement, il est absolument pas impossible. C'est juste une histoire de choix politique. Et on pourrait tout à fait être dans l'intermittence, mais à tellement d'endroits. Tu vois, quand je fais une résidence artistique, par exemple, parce que c'est ça qui marche en ce moment, de faire des résidences, je dois partir loin de chez moi. Bon, moi, perso, je suis mère seule avec 2 gosses. Donc, je fais comment, en fait? Déjà, je pars pas loin de chez moi, donc je fais pas la résidence. Et quand je suis dans la résidence, je dois continuer à payer mon loyer. Donc, j'ai une allocation de résidence qui est souvent très faible. Il y a des résidences qui payent bien, mais parfois, c'est 500 balles pour un mois, tu vois. Donc, non, moi, je veux qu'on transforme mon travail en taux horaire, que je sois payée, que je puisse donc demander à quelqu'un de s'occuper de mes enfants dans des conditions dignes. Enfin, voilà. Donc, ça, il me semble que c'est une fausse question et je comprends même pas très bien qu'on se la pose. Pardon, c'est pas contre toi, mais quand on est de ce bord-là de la politique, en fait, quand on n'en peut plus de ce qui se passe actuellement, on se demande pas comment on va pouvoir financer. On se dit juste qu'on veut que ça existe. Comment ? Ah pardon, j'ai réagi de façon complètement excessive. Ouais, voilà. Et tant mieux si ça change le visage de la culture, et tant mieux si les lieux ont plus. Et évidemment qu'on ne peut pas laisser 3 lieux à un même directeur. Enfin, tu vois, tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'assainissement, en fait. Il s'agit d'un assainissement, je pense. Voilà, donc par rapport à la bourgeoisie, ce que je disais, moi je trouve qu'on se comporte déjà comme des bourgeois. Regardez là, on est cul entre blancs, on a réussi à prendre un jour dans la semaine pour venir jusqu'ici. Mais c'est vrai, c'est la vérité.
Non, mais c'est une scène bourgeoise. La scène de la culture et de l'art en France aujourd'hui, c'est une scène de la bourgeoisie. Donc, non, mais on n'est pas obligé de s'auto-lapider, mais enfin, je veux dire, voilà, autant se regarder en face et regarder ce qu'on produit, quoi. On produit de l'art bourgeois pour les puissants. Moi, j'ai pas envie de tirer une rente de ce que je fais, et j'ai envie, et surtout, tu parlais tout à l'heure de l'argent de la recherche, payer les gens qui cherchent, ça c'est hyper important. On pourrait tout à fait continuer sur le secteur, avec le secteur de la recherche qui est très en péril aussi aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et juste, pardon, j'ai fini. J'ajoute juste, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je te le redis, c'était vraiment par rapport à toi, on bricole de ouf. On bricole certainement même plus que les intermittents, et on n'en peut plus de bricoler. Bricoler avec le RSA, c'est vraiment pas cool. Je sais que tu es d'accord, mais voilà. Je vais aller très très vite pour laisser la parole. Pour répondre très très vite à ce que tu disais, alors sur le machin bourgeois, pourquoi pas, mais bon, si on arrive au pouvoir, effectivement, il y aura une manne d'argent. L'argent, on le trouvera. Et puis, il y aura surtout un truc, c'est là comme ailleurs, on va faire valoir la commande publique. C'est-à-dire que la commande publique de l'État, mais la commande publique aussi des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire aux collectivités territoriales, oui, la culture, c'est important, et comme vous avez une commande publique sur vos routes, sur vos choses comme ça, tout ceci, ça participe de la vie. C'est-à-dire que la culture, en fait, est un aspect régalien de la République. Effectivement, c'est la garantie, je te dis, de la lutte contre l'obscurantisme notamment, c'est le vecteur d'émancipation, et donc c'est quelque chose de régalien, et donc il doit y avoir une commande publique aussi culturelle. Très très vite sur l'ADAMI, ben ouais, pourquoi pas, mais elle a répondu beaucoup mieux que moi, je crois, et donc à partir de ce moment-là, c'est une organisation qui existe, comme il en existe tant d'autres, et qu'on doit mettre en commun, la réflexion doit être mise en commun, et notamment, pourquoi pas, dans un centre national des artistes-auteurs. Sur la donc c'est représentatif, donc pourquoi pas, voilà. Sur le domaine public, Martin, si tu veux dire des choses. Bon, alors là, il est marqué à l'intention des jeunes, mais pas que des jeunes aussi. Moi, j'ai posé une proposition de loi là-dessus. Je crois que ça doit être la deuxième, la première. On a effectivement tout un domaine public là qui existe et dont on voit que les hyper-capitalistes que sont les GAFAM, notamment Amazon et d'autres, s'en emparent. C'est les copyright, les choses comme ça. Donc là, il va falloir réguler cette affaire-là. Et nous, on dit comme ça que si on s'empare aussi de tout ce qui peut être fait là pour la puissance publique, pour redonner de la force au service public, eh bien, on pourra aider à la création. Alors des jeunes, mais peut-être aussi des moins jeunes. Voilà, je vais arrêter là de manière à te laisser de l'espace. C'est gentil, merci beaucoup. Michel, en fait, je crois que se posait la première question qui était posée était celle sur la gouvernance que nous aurons dans le service public de la culture, son ministère et toutes ces diverses antennes et choses qu'il soutiendra. Au-delà du fait de dire est-ce qu'un art est bourgeois ou pas, ça, nous, en tant que force publique, malheureusement, on se refuse, contrairement à ce qui est fait actuellement par ailleurs, à définir des critères esthétiques qui justifieront notre financement. Au contraire, c'est vraiment pas à nous de faire ce travail-là, et c'est ce qui se passe actuellement par le retrait des pouvoirs publics qui laisse de plus en plus la main à des acteurs privés qui, en effet, font ça par goût ou volonté politique. Nous, le travail que va avoir spécifiquement le ministère de la Culture insoumis et les services publics de la culture quand nous serons au pouvoir, c'est de garantir cette diversité culturelle-là par la multiplication des vecteurs de financement, par aussi cette nécessité de revoir les choses. On parlait de la recherche, justement, sur le temps long, en fait. On va sortir des paradigmes de qualification et de quantification qui sont actuellement mis en place dans le ministère de la Culture, qui sont des tableurs Excel sur des tons très longs. Et on sait très bien, notamment, alors ça se parle dans la création, mais on voit ici dans l'éducation artistique et culturelle, on sait que ce sont des choses qui tiennent sur toute la vie. On a vu que la seule mesure culturelle d'Emmanuel Macron, ça a été les 400 balles du Pass Culture. Bon, au début, c'était 500, maintenant c'est 400. On ne sait plus vraiment combien il y en a au final, qui est de donner, en effet, tu le dis Michel, ça ne concerne pas que les jeunes, mais de donner, quand on a 18 ans, un chèque de 400 € pour les consommer sans aucun suivi, sans aucun... 300. C'est 300 finalement. Moi,
Oui, c'est ça, et maintenant ils sont revenus. C'était 500 au début et c'est maintenant 300. Oui. Et dont le financement va être de plus en plus privé, oui. C'est ça. Et bah, pourquoi pas à la limite, mais si tu veux, l'élément qu'il y a, c'est qu'encore une fois, c'est une mesure à court terme. On est sur un effet de communication de ce chèque donné à 18 ans. Or, les rapports aux arts et à la culture, ils doivent durer toute leur vie. Le nombre de travailleurs de la médiation culturelle et de l'éducation artistique et culturelle avec qui on travaille nous disent très clairement que ce sont des choses qui se construisent sur un parcours de vie pour développer tout au long de sa vie. Et c'est un droit, tu parlais des droits Michel, un droit citoyen de pouvoir développer son rapport critique au monde et se faire soi-même narrateur du monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que c'était pas le sujet de cette conférence, mais ça sera une des mesures qui sera présente dans l'avenir en commun, version 2022. Nous, avec l'argent utilisé pour le Pass Culture, nous allons financer un grand plan de formation aux arts et à la culture dans tout le territoire qui aura notamment pour objectif de déboucher sur des emplois culturels de proximité, notamment dans les territoires ruraux et les quartiers populaires qui ont été complètement dévastés et démantelés totalement, et après on s'étonne en effet des complexités sociales de ces endroits-là. Alors on aura demain une conférence sur la police de proximité, mais moi je crois clairement que ça ne peut pas aller de pair sans des acteurs culturels de proximité qui passent par les lieux qu'on sortira de la précarité en les conventionnant sur plusieurs années au lieu de les faire que sur un an, et ça passe également par le fait de financer des emplois partout à travers la société, et ça ne sera pas uniquement, comme il a pu le dire, en effet, sur la sociologie très marquée de la majorité des travailleurs de l'art aujourd'hui. L'idée est de faire sauter ce gond-là, justement, par la formation généralisée, avec les organismes d'éducation populaire, type de la Ligue de l'enseignement, etc., qui ont un rôle historique dans ce travail-là, et il s'agira de leur redonner la place qu'ils méritent, et également, tu disais Michel à juste titre que nous, notre objectif ne sera pas de penser en termes d'argent généré, très loin de là, ça sortira de la poubelle au jour où on rentre à la rue de Valois, mais également de permettre de créer des emplois avec tout ça, du travail pour les travailleurs de l'art, des conditions de travail dignes, et également de faire en sorte que ces éléments-là, à l'échelle des quartiers, des villages, de nos lieux de vie, qu'on ait toujours à proximité un référent ou un animateur ou un travailleur de l'art ou de la culture locale qui sera notamment issu potentiellement de ce qui existe déjà, mais aussi de ce grand plan que nous allons lancer avec l'argent mobilisé pour le Pass Culture. Et je ne sais pas si j'avais d'autres éléments, et ça va de pair également avec cette histoire des lieux d'exposition non payants. Un de nos objectifs, bien entendu, dans la reprise, notamment grâce à cet argent-là, va être de à la fois composer avec l'existant en lui donnant les moyens de se déployer, mais également de multiplier partout sur le territoire clairement des lieux de commun, des écosystèmes pour les arts et la culture qui viendront à partir de ce qui existe, bien entendu. Il ne s'agit pas de multiplier des champignons comme il a pu être le cas à un certain moment et qui continue clairement d'être le cas dans la gestion libérale, mais de créer des lieux hybrides, des lieux de vie, mais également des lieux de commun qui seront des lieux de proposition artistique, de pratique également, mais qui permettront d'accomplir l'objectif d'émancipation qu'on aura une fois l'Union populaire au pouvoir, c'est-à-dire j'aime bien cette petite citation de Joseph Jacotot, qui était un penseur et un révolutionnaire en 1789, qui était que selon lui, une communauté émancipée est une communauté composée de narrateurs et de traducteurs, et il est clair que nous, l'objectif du service public de la culture sera de permettre et d'encourager, d'aider à ce que chacune et chacun puisse être le narrateur de son histoire et le traducteur du monde qui l'entoure. Et ça, c'est notre objectif politique à l'échelle des politiques culturelles comme dans tous les pans de la société. On a une quinzaine de minutes, ça finit à 15h10 la conférence, donc on peut prendre une deuxième salle de questions potentiellement. Il va falloir que tu ailles, Michel, on peut... Bon. Je vais prendre les questions, Michel. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, il y a une question qui est compliquée. Je trouve comment j'entends en fait
la façon dont c'est appréhendé la chose artistique. J'ai l'impression qu'en fait, on n'est jamais exactement à l'endroit d'une pratique. Et c'est vrai que quelque part, de cœur, idéologiquement, je suis avec la France insoumise. C'est juste qu'en fait, j'entends pas ou j'arrive pas à entendre, en fait, quoi. Ce que Émilie dit, en fait, c'est-à-dire, c'est la question du salariat, en fait, au niveau de la pratique artistique. Sur la vie artistique telle qu'elle est vécue, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on parle de structure, on parle d'organisation, de mesures générales. Vous verrez, quand on sera ensemble, en fait, on va travailler ensemble et ce sera bien. En fait, on parle de fédération, de représentation. À un moment donné, en fait, c'est juste, enfin, je sens pas dans le discours, je sens pas en fait la difficulté en fait que va rencontrer un jeune qui va sortir d'une école d'art en fait et qui est complètement désarmé en fait quoi sur la façon qu'il ou elle aura de mener son activité artistique, qui va devoir essayer de rejoindre en fait des structures qu'elle ne connaît pas en fait et qui a besoin d'espace, qui a besoin de matériel, qui a besoin de ressources, d'interlocution au niveau créatif, vraiment au niveau de la pratique artistique. Et c'est vrai que souvent, en fait, quand on tient une position politique de culture générale, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on n'est jamais vraiment à l'endroit du besoin effectif. Et c'est ça que enfin, là, par exemple, Émilie parlait de salariat, en fait, et c'est vrai que je me dis, mais c'est ça, en fait, c'est le cœur. Actuellement, là, je travaille sur une structure, en fait, où là, je suis avec un partenaire privé, en fait, un mécène, une entreprise. Le mec, il dit, putain, il y a un vide abyssal, en fait, après les écoles. Comment on fait en fait pour leur donner du travail en fait quoi, juste simplement. Et c'est pas de la commande publique, c'est pas du résultat, c'est encore une fois pas la diffusion. On parlait du statut d'intermittence au théâtre en fait, mais tout est focalisé en fait quoi, sur la création, les périodes de création, mais la période de travail en fait, la période de travail, ça n'existe pas en fait, et c'est ça que j'ai pas entendu en fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, j'en prends 3, du coup, ça revient au même. Tiens. Merci. Oui, c'était plus pour faire une remarque par rapport à la commande publique. J'aurais tendance à dire la convention d'abord, parce que pour répondre de temps en temps à des marchés publics, mon problème principal, en fait, c'est que je les ai jamais, parce que j'ai l'audace de demander, enfin, de faire des devis qui correspondent à une rémunération qui pourrait faire du 1300, 1400 net pour moi à l'arrivée, ce qui me paraît quand même pas trop demandé à Bac+3 en réalité. Et ça passe jamais parce qu'en réalité, je me fais systématiquement doubler par des gens qui demandent la moitié du prix que j'ai proposé pour le même travail. Et puis du coup, pour connaître un petit peu des gens qui pratiquent des tarifs trop bas, ou etc., ils nous flinguent et ils se flinguent eux-mêmes parce qu'après, ils ne peuvent pas suivre sur la durée, parce qu'ils ne peuvent pas bouffer du travail qu'ils produisent. Et on a... Du coup, pour l'instant, comme on fonctionne systématiquement dans un marché où du coup le marché public est aligné sur le marché privé, même quand on travaille, en fait, si on veut travailler, moi je suis un peu systématiquement confrontée à ça, c'est-à-dire que si je veux travailler, il faut que je pète les prix. Si je pète les prix, je vis pas, et si je pète pas les prix, je travaille pas. Donc je suis au RSA. Bien sûr, bien sûr. Mais donc voilà, comme on parlait de commande publique et que régulièrement je me fais ramasser en marché public aussi parce qu'on est sur du mieux-disant avec un tiers de la note qui est représentée par le prix. Du coup, voilà, je voulais juste reparler de ça. Voilà, c'est tout. La suite. Merci. Ah, c'était la même question. Ah, du coup...
peut-être très rapidement. Juste une remarque, je ne saurais pas expliquer plus, mais il y a la proposition sur le financement de l'assurance chômage. Il y a une proposition qui m'a semblé très intéressante de Samuel Churin et de la CIP au moment des mouvements d'occupation, qui a le double bénéfice est d'élargir, donc elle va au-delà des intermittents, y compris au-delà des plasticiens et plasticiennes. Ils se sont beaucoup préoccupés du sort des travailleurs précaires, et en plus d'être un mi-chemin, parce qu'il prend en compte les propositions de Bernard Friot et de Réseau Salariat, et qui est un premier accès. Donc je ne saurais pas détailler, mais vraiment à regarder, eux ils en font la pub, très intéressant. Sur la mécanique de comment les intermittents ont réussi à avoir leur régime. Il y a Mathieu Grégoire qui est super intéressant, il en fait l'histoire, c'est un peu violent comme combat, mais voilà. Et juste pour finir, peut-être sur une ouverture, c'est pas, bon, je veux dire, le titre était vraiment ce dont on a discuté, mais je crois qu'on touche les limites, en fait, d'un débat simplement sur le statut. Et j'aime beaucoup Franck Lepage qui explique la part de l'art contemporain dans la division entre le monde bourgeois et le monde populaire. Et en fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à nos fins, mais je pense qu'on est tous d'accord là, hein, en restant cantonné. Alors après, c'est le débat qui est le débat de demain sur les luttes et l'art. Et ça me paraît vital. Et ça me paraît vital à un autre endroit, puis je m'arrête là. On a parlé de perspectives sur l'union populaire et comment on peut gagner. Et je pense qu'on ne gagnera pas sans hégémonie culturelle. Ça, on est d'accord tous aussi, je crois, ici, globalement. Et en fait, ça passe aussi par l'art. Et en fait, c'est un process. Et les artistes s'engagent de plus en plus, d'ailleurs. On a des spectacles, et puis vous êtes là. Mais je pense que c'est vital. Et je ne sais pas comment ça s'articule, mais il faut que ça s'articule, ça c'est sûr. Merci. Non, mais je voulais juste, je vais essayer de répondre à tout le monde très rapidement. Enfin, toi, je te réponds pas parce que tu n'as pas posé de questions, mais sur la professionnalisation et la difficulté quand on sort de l'école, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer. Moi, je suis très très souvent appelée pour intervenir sur la question de la professionnalisation, et pas que moi, hein, les syndicats, la FRAP. Et puis, il y a, cette année, avec Balance ton école d'art, il y a quand même beaucoup d'étudiantes et d'étudiants en art qui ont pris conscience des systèmes de domination dont ils étaient finalement complices, hein, en étant étudiants en art, et puis surtout victimes, bien sûr. Complices dans le sens où ils jouent le jeu de l'institution artistique, et victimes parce que sont réellement victimes de harcèlement, d'abus, de discrimination, de torture psychologique à l'école. Enfin, c'est très dur, les études d'art, et c'est en train de changer. Donc j'entends ce que tu dis, bien sûr, mais c'est véritablement en train de changer. Et puis surtout, ce que je voudrais dire aussi, c'est que si tout est si compliqué, si le statut, il n'y en a pas de statut, mais si le régime est si compliqué, si le manque d'information est tellement visible et que tout le monde est perdu, c'est bien parce que c'est de la merde en fait, et que c'est le statut qu'il faut créer et que ça devienne simple. Aller vers le droit commun, c'est arrêter de s'emmerder avec tout ça. Pardon ? Venez si vous voulez. Et aller vers le droit commun, c'est arrêter de s'emmerder avec tout ça et ne plus justement passer une vie à se demander comment on va pouvoir créer son statut, facturer, truc, machin. Et puis, du coup... Pardon, excuse-moi, tu peux me rappeler ton thème parce que j'ai été complètement perturbée, je voulais te répondre. Ah oui, la commande publique, voilà. Tu as raison, tu as complètement raison. Moi, j'ai répondu à l'AIC là, cette année, tu sais, l'aide individuelle à la création, avec la DRAC Île-de-France. Et c'est un rapporteur qui s'occupe de présenter ton dossier au jury, tu vois. Et quand j'ai eu la rapportrice longuement en entretien pour bien lui expliquer mon travail et qu'elle puisse rapporter, voilà, elle m'a dit baisse tes honoraires. J'ai dit mais non, j'ai demandé 1 000 € par mois d'honoraires sur 6 mois de travail, tu vois. Donc en fait, je vais rien baisser du tout. Et ben, j'ai eu 1/3 de ce que j'ai demandé, tu vois. Et t'as raison en fait. Enfin, je sais que c'est dur, je sais que t'en chies, et je sais que peut-être tu te sacrifies, mais baisse pas tes honoraires et très probablement insiste pour que tes camarades fassent de même, parce qu'on s'en sortira jamais si nous-mêmes on accepte de se faire marcher sur la gueule en fait. Enfin voilà, c'est tout.
Bon, voilà, moi, je voudrais juste parler de mon expérience personnelle qui concerne ma fille, qui a 30 ans aujourd'hui, qui est costumière. Et moi, je pense que ça commence à l'école. Depuis toute petite, elle voulait faire des costumes de théâtre. Quand elle s'est retrouvée au collège, ça a été une catastrophe. On s'est retrouvés en fin de 3e. On a demandé quelle formation, quel lycée, tout ça. La CPE, oui, c'est la conseillère principale d'éducation, conseillère d'orientation, qui a été incapable de nous répondre. C'est pas compliqué, incapable. Elle savait pas. Je lui ai dit, bah, alors où on se renseigne? Ah ben, je sais pas. Donc, je me suis démerdée, excusez-moi l'expression, toute seule. Bon, elle est costumière, elle fait ses costumes, mais elle en a chié. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que le travail par rapport à la culture et tous les artistes, que ce soit comme toi, Émilie, ou les intermittents du spectacle, ça commence à l'école, et que si on ne fait pas quelque chose au niveau scolaire, c'est-à-dire former déjà les gens qui sont là pour l'orientation, et arrêter de dire aux gamins qui ont cet esprit un peu artiste, de leur dire que bah, c'est pas un métier, parce que moi ça je l'ai entendu, c'est pas un métier, tu feras rien, tu gagneras pas ta vie, voilà. Donc voilà, moi c'est juste ça, et je suis vraiment totalement avec vous, parce que je trouve qu'on a vraiment sacrifié la culture, et pour moi c'est scandaleux, parce qu'il y a des enfants qui naissent, enfin qui sont comme ça. Moi je parle de ma fille, donc forcément ça me touche, mais depuis toute petite c'est ce qu'elle voulait faire, quoi. Donc et ça, on a vraiment galéré, elle a galéré. Et je trouve pas ça normal. Pourquoi? Enfin, on parle d'un métier, c'est, bah, t'es boucher, ça c'est un métier. Mais être dans la culture, non, c'est pas un métier. Pour l'instant, voilà, c'est tout. Donc bon courage à vous. Si vous voulez répondre un petit peu ou... Non, mais ça rejoint tout ce qui vient de se dire. Personne n'a su où orienter, comment faire, et je me suis retrouvée plus ou moins le bec dans l'eau à essayer de faire. T'habites dans quelle région? Île-de-France. Mais même en Île-de-France, il y a un problème à accompagner. Alors là, il y a un nouveau centre qui est en train d'être mis en place par la région Île-de-France. On doit couper ça? Oui, il faut qu'on arrête, oui. Okay. On a 1 minute, quoi. Okay. On pourra en discuter. Oui. Bon, bah. Merci beaucoup à tous et à tous. On n'a pas répondu. Moi, je voudrais juste en écho à ce qui a été dit sur les problèmes des taux horaires où on force les artistes auteurs et les travailleurs de l'art à brader complètement leurs taux. Moi, je travaille dans le spectacle vivant et en effet, chez les intermittents, on a des forfaits quotidiens minimaux en termes de paiement et on n'a pas eu le temps de dessiner les contours du fonctionnement de ce potentiel régime des travailleurs de l'art discontinu, mais comme il semblerait nécessairement qu'il faille calquer la rémunération sur le temps de travail et non plus sur la valeur supposée de l'œuvre créée, il semblerait clair que des taux horaires minimaux doivent s'imposer dans ce régime-là pour sortir en effet de ce que disait Madame, de cette situation. On considère que tout simplement, à partir du moment où ce n'est pas un travail, on n'a pas à en bouffer, quand bien même on y consacre totalement l'entièreté de nos vies. Mais on peut continuer les discussions sur le côté. Nous devons juste libérer l'espace pour la prochaine conférence. Je vous remercie et n'oubliez pas demain la conférence lutte culturelle, lutte sociale qui reviendra sur le mouvement d'occupation des théâtres de ces derniers mois. Merci beaucoup.